Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Votre magazine Tête-à-Tête de ce soir, c'est pratiquement le rendez-vous de l'inédit, le rendez-vous de la découverte, le rendez-vous de la science, parce que nous recevons quand même pour vous une personnalité qui n'est pas comme les autres, parce que c'est un écrivain. Et c'est quand même une personnalité de haute facture, je vous la présente en tout cas. Il est gradué en pédagogie appliquée, il est licencié en sciences financières, de l'économie et de la gestion. Il est auditeur de l'école doctorale de l'UPenn en économie publique de développement, assistant à la recherche scientifique en sciences humaines administratives, promoteur du mouvement mutualisme panafricain, expert en administration des associations. Et c'est aussi un écrivain. Et nous aurons l'occasion aujourd'hui donc de nous promener dans son univers d'écrivain. Donc cela étant dit, je vais recevoir avec vous Monsieur Mboyo Chabani Koukou Léon, qui est notre invité dans le cadre de ce magazine Tête-à-Tête. Monsieur Léon Mboyo, je vous salue. Bonjour, Monsieur Vicky. Très enchanté de vous recevoir. Avec vous, je ne l'ai pas annoncé au public, nous allons parler de ce mouvement mutualiste panafricain qui est pratiquement un concept assez nouveau. C'est pourquoi je dis que nous irons pratiquement à la découverte. Nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de la science et de l'inédit. Vous êtes écrivain, nous sommes dans un pays où les gens ne lisent pas beaucoup. Est-ce que c'est vraiment une passion ou une contrainte circonstancielle liée à la vie? Je crois que c'est les deux à la fois. Une passion parce que écrire, c'est de nature que l'on écrit. Et c'est une contrainte parce que quand on n'écrit pas, franchement, je vous assure, c'est un combat entre vous et votre personne. Un combat que vous-même vous menez entre vous. Votre esprit, tout ce que vous concevez, et sans les écrire, eh ben, ça vous étouffe. C'est pourquoi je dis que ce sont les deux. C'est une contrainte et pratiquement une passion. Ouais. Est-ce que ce n'est pas aussi pour vous une façon de vouloir marquer votre temps? Parce que les latins disent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de marquer son temps? Je ne peux pas dire non, parce que les opportunités viennent pas au moment que l'on le veut. Les opportunités viennent quand la nature le permet. Parce qu'en fait, écrire, moi je n'ai pas commencé à écrire aujourd'hui. J'ai commencé à écrire depuis la 4e secondaire. Par des poèmes? Oui, j'ai commencé par écrire des poèmes. Et il s'est fait même que, juste quand je terminais mon école secondaire, j'ai eu à écrire un roman. Malheureusement, vu qu'il n'y avait pas d'opportunité pour devoir le publier, il n'y a que récemment que je venais de publier ça. Et aussi, j'ai écrit des pièces de théâtre en ce moment-là, oui, qui typifiaient le roman d'ailleurs que je venais de publier, qui parle du conflit, donc le mariage en conflit entre la modernité et la tradition congolaise. Oui. Alors, je vais un peu entrer dans votre univers d'écrivain, parce que souvent on vous présente, même dans une certaine dimension, comme des artistes et tout. Alors, quels sont vos moments privilégiés pour l'écriture, par exemple au cours d'une journée? Je dirais même que moi, je peux dire que j'ai une grâce tout à fait particulière. Même du temps que je suis avec vous là, si je m'incline, quoi que l'on est en train de parler, je ne manquerai pas de sortir quelques phrases. C'est peut-être une grâce particulière. À tout moment, quand j'ai de l'inspiration, j'ai le temps d'écrire. Bon, je sais qu'il y en a qui choisissent eux-mêmes, de fois la nuit, de fois ceci, cela. Moi, je n'ai pas ce temps-là. C'est à tout moment que je me sens poussé à écrire que j'écris. Et dans ces cas-là, est-ce que les mots représentent ou incarnent pour vous une forme de magie? Dire magie, ça serait trop dire. Non, magie dans un sens plus large. Ah oui, oui. Là, je peux dire ça.
Alors, nous allons évoluer dans notre entretien, parce que je l'ai dit, nous allons parler du mutualisme panafricain, mais avant de creuser ce concept, je voudrais revenir un peu à certaines contraintes qui caractérisent votre travail d'écrivain. Vous m'avez dit, venez de le dire tout à l'heure, il y a des œuvres que vous avez conçues il y a quelques années, que vous publiez aussi quelques années plus tard. Bon, entre ces deux points, qu'est-ce qui joue généralement? Est-ce que ce sont des contraintes financières ou conjoncturelles? Qu'est-ce qui vous empêche d'écrire et publier directement? Je suis un fonctionnaire de l'État. Comprenez que la contrainte qui pèse beaucoup plus, c'est la contrainte financière. Et même l'encadrement de notre pays, il est à plaindre. Il n'y a pas de politique dans ce sens-là? Et je ne sais pas trop en dire, mais à mon point de vue, il n'y a pas de bonne politique dans le sens. Et d'ailleurs, je crois que le sens réel du mutualisme pourra trouver solution à ce problème. Parce que je sais que tous ceux-là qui vont adhérer au mutualisme, ils comprendront que s'ils sont écrivains, nous-mêmes, nous aurons à nous organiser de quelle manière est-ce qu'il faudrait pour que chacun de nous, chaque fois qu'il a quelque chose à publier, nous tous, nous participons pour que la personne puisse publier. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Vous verrez que le capitalisme, tellement il est ancré, quand on vous demande par un éditeur de pouvoir publier votre livre, il vous propose les pourcentages. C'est vous qui avez conçu. C'est un travail énorme. Concevoir, écrire, ce n'est pas aussi facile. C'est vous qui concevez, mais c'est lui qui devra vous publier. Il vous propose de vous donner 12% de vos écrits, de vos revenus. C'est révoltant. Vous vous rendez compte? Je crois que ça, c'est pratiquement du capitalisme qui est tellement ancré en tout. Et parce que le capitalisme est tellement ancré en tout, chacun voit d'abord ses propres intérêts. Il ne regarde pas à l'importance du travail qui est produit. C'est que ça peut, l'influence que ça peut avoir dans la société. Mais il regarde d'abord à son ventre. Ça, c'est pratiquement tous les éditeurs. Ils peuvent vous dire que, on va vous publier gratuitement, mais bon, on vous donnera une redevance de 12%. Rendez-vous compte sur les 100%. Quelle différence ferez-vous avec ces impérialistes qui viennent chez nous, qui prennent nos produits, ils partent, ils les vendent et nous remettent 30%, 20%. C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement le même calcul des capitalistes. Mais dans le mutualisme, je crois que nous aurons à trouver une solution sur le problème des écrivains. Je suis convaincu parce que personnellement, je suis en train de traverser cette période d'avoir suffisamment d'écrits, mais que l'on ne sait pas publier. Même quand quelqu'un pourra se présenter que non, je vais le faire pour vous, il le fera moyennant un pourcentage. À titre gracieux. Franchement. Oui, alors, lorsque j'analyse vos œuvres, je constate que vous avez un penchant pour le domaine économique. Bon, vous avez commencé, parce que c'est une œuvre que vous avez rédigée il y a longtemps, comme vous le dites, le mariage en conflit entre la tradition congolaise et la modernité. Là, il y a longtemps. Bon, et puis, vous êtes dans des ouvrages à caractère économique. Qu'est-ce qui explique ces virages brusques? Parce que vous quittez pratiquement la sociologie vers l'économie. Je crois que tous sont les faits de la société. D'accord. Oui, tous sont les faits de la société. Dire virage, ça serait peut-être trop fort. Quand l'inspiration me vient pour écrire, je ne me calcule pas. Je ne me calcule pas. Je constate un fait, je me vois obligé de l'écrire, je l'écris tel que je suis inspiré. Quand il est sociologique, je le fais comme tel. Quand il est économique, je le fais comme tel. Quand il est politique, je le mène comme cela. C'est-à-dire, il y a réellement des écrivains qui sont totalement économistes, qui sont sociologiques, qui sont politiques. Mais je dirais aussi encore en plus que c'est aussi une place de pouvoir affronter tous les domaines
et les écrire pour les mettre à la disposition, hein, selon que Dieu aussi m'inspire. Voilà. Ouais. Nous allons mettre un point-virgule par rapport à vos œuvres, nous allons y revenir, parce qu'il y a des livres ici dont l'intitulé m'intéresse beaucoup. Nous allons effleurer ça, notamment les 4 clés pour l'intensification de l'agriculture en Afrique. Ça, c'est vraiment très intéressant. Nous allons évoquer ça. Il y a aussi les acteurs détracteurs de l'économie africaine. Donc ça aussi j'aime. Nous allons mettre un point-virgule, comme j'ai dit, pour parler un peu, creuser ou revenir sur notre thème, le mutualisme panafricain. Quel gain pour la République démocratique du Congo. En parlant de mutualisme africain, qu'entendez-vous par là? Monsieur Vicky, pour arriver d'abord à vous dire ce que j'entends par le mutualisme panafricain, je suis parti du capitalisme. Je me suis posé autant de questions. Que vous opposez au mutualisme. Effectivement, que j'oppose aujourd'hui au mutualisme. Je me suis posé suffisamment de questions. Je me dis, qu'est-ce qui peut expliquer que nous, les Congolais, nous sommes assis sur les mines d'or, les mines d'argent, les mines de diamants, les mines de cobalt, les mines d'uranium. Nous sommes assis sur les mines de maïs, sur les mines de fertilité et tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'un Congolais ne soit capable que de survivre avec 2 $ le jour? C'est peut-être un choix. Non, en me posant suffisamment de questions, je suis tombé sur une réponse. Parce que je me suis demandé, est-ce que c'est par manque d'hommes? Non. La RDC a suffisamment d'hommes instruits qui peuvent bien conduire ce pays. Quand vous allez dans les institutions de Bretton Woods, vous les trouverez, ils sont là. Et ils sont félicités, ils sont appréciés. Quand vous allez dans d'autres pays, vous les trouvez, ils se débrouillent très bien. Vous allez à la NASA, vous trouverez, ils sont là. Sans distinction de genre. Ils sont là. Alors, en me posant des questions, j'ai compris une chose. Je me suis dit non. Le système, c'est le seul qui nous permet à devoir former notre économie, à devoir constituer notre économie. Mais si nous n'arrivons pas à constituer notre économie, donc nous devons regarder quel est le système qui est en train de nous conduire. Donc le capitalisme. Carrément, je suis tombé sur le capitalisme, je me suis dit non, revérifions encore le problème du capitalisme. Il peut être à la base de notre échec et de toutes nos peines. Et en fouillant, j'ai découvert réellement que le capitalisme, pour qu'il soit capitalisme, il devait avoir des piliers. Et les piliers sur lesquels le capitalisme repose, j'en ai déniché 3. L'esclavagisme, la colonisation et la dictature. Les 3 piliers qui ont fait que le capitalisme soit capitalisme, ce sont ces 3. L'esclavagisme qui a permis aux colons de prendre de force les citoyens africains et les emporter chez eux, afin que ces gens-là puissent travailler chez eux. Nous, les Africains, nous avons construit l'Amérique, nous avons construit l'Angleterre, nous avons construit l'Europe. Ce n'est pas eux qui ont construit. Pour preuve, je veux vous dire que ces gens qui sont venus chez nous, ils nous ont pillés suffisamment pour qu'ils soient ce qu'ils s'appellent capitalistes. Aujourd'hui, la Belgique a reconnu et se voit obligée de nous retourner 85 000 œuvres d'art volées. Le terme, c'est celui-là, nous n'en avons pas d'autres. Ils ont volé, s'ils reconnaissent qu'ils ont volé les œuvres d'art, pourquoi ne peuvent-ils pas reconnaître qu'ils ont pillé nos richesses pour qu'ils soient capitalistes tels qu'ils se disent capitalistes? Deuxième pilier. Monsieur Vicky, ils ont utilisé la colonisation. Parce que ils avaient déjà pris certains individus, certains Africains, ils les ont amenés chez eux. Il fallait maintenant nous dominer suffisamment pour récupérer nos minéraux, les amener chez eux, pour que nos frères et sœurs qui étaient chez eux puissent travailler. Ils sont venus, ils nous ont dominés. C'est une nouvelle forme d'esclavagisme aussi. Oui, le terme c'est celui-là, mais seulement il change un peu de figure. Mais qu'est-ce que l'on n'a pas vu? Les gens qui travaillaient
Et comme salaire, c'était des bras coupés, des seins coupés. Il y en a qui étaient même décapités. Mais aujourd'hui, on nous parle des droits de l'homme. Mais s'ils reconnaissent déjà les 85 000 œuvres d'art, il faudrait que nous puissions parcourir tout leur séjour en Afrique. Que l'on voie ce que l'on peut faire avec leur séjour en Afrique. Je crois que ça serait juste, entre nous, soit dit. Donc vous réclamez des dommages et intérêts. Ah, ça vous avez dit. Et le troisième pilier, c'est pratiquement la dictature. Voyant que l'homme noir a ouvert l'œil, a déclaré l'indépendance, ils ont accepté de partir, mais de nous amener les gens de leur choix. Les gens qui devaient les écouter et qui devaient les servir. Le néocolonialisme. Et cela, jusqu'à aujourd'hui, ça persiste. Parce que le capitalisme s'est déjà ancré. Aujourd'hui, le capitalisme a pris suffisamment de forme. Il était mercantilisme, tantôt capitalisme. Aujourd'hui, nous parlons de la mondialisation. Nous parlons Donc, ils changent seulement des termes, ils changent des termes, mais le système demeure. Et ce système veut qu'il y ait des pauvres qui doivent vous consommer ce qu'eux produisent chez eux. Et quand ils viennent, ils nous subventionnent pour devoir cultiver. Ils nous exigent de cultiver ce qu'eux vont consommer chez eux, pas ce que nous allons consommer ici. Alors, je voudrais bien vous suivre, monsieur Léon. Oui, monsieur. Vous avez parlé de la dictature. Oui. Comme étant une forme de... Pilier. Un pilier, oui. Et moi j'ai déduit une forme aussi de néocolonialisme. Oui, oui, oui. Mais c'est en opposition pratiquement de la démocratie, vous, par rapport au mutualisme panafricaniste. Où est-ce que vous classez la démocratie? Eh bien, la démocratie, dans le capitalisme, la démocratie n'existe pas. Dans le capitalisme, le système capitalisme n'amènera jamais de démocratie. Mais le mutualisme, en fait, le mutualisme, il a 5 piliers. Et les 5 piliers du mutualisme se présentent comme suite. Il y a la liberté, il y a la démocratie, il y a l'indépendance, il y a la solidarité, l'interaction et la recherche de bien de tous. Monsieur Vicky, que l'on vous présente les 2 systèmes, je ne sais pas lequel vous pourrez accepter. Et j'ai choisi du mutualisme pour revenir maintenant à la question que vous m'aviez posée. Parce que nous, Africains, nous avons résumé nos cultures, nos traditions et nos us dans ce que nous appelons le panafricanisme. Et le panafricanisme se présente comme une idéologie qui est à la fois politique, économique, sociale et culturelle. Et dans le volet économique, c'est là que nous nous situons. Nous avons compris, nous nous sommes dit que parce que nous sommes dans le domaine économique, le mutualisme devra à ce moment-là permettre que les Africains découvrent leur système qui a les us et les coutumes dedans. Ça veut dire? C'est-à-dire que le panafricanisme, en fait, il recherche l'unité de tous les Africains. Le panafricanisme, il prône la solidarité africaine. Ça, ce sont pratiquement les cultures africaines. Il prône l'unité, la solidarité et même le bien-être de tous. L'Afrique veut travailler ensemble. Ça, c'est notre manière de vivre. Aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, tel que vous êtes, même si vous n'invitez pas votre frère quand il vient chez vous, eh bien, il vous trouve en train de manger, il n'attendra pas que vous puissiez l'appeler. Hein. Car au moins, il vient et il mange. Mais ce n'est pas le cas avec le capitalisme. Je vais vous raconter une petite histoire. Je sais que les enfants d'aujourd'hui, ils auront beaucoup plus de la peine par rapport à nous autres. Nous avons vécu dans des camps Gécamines. Je crois que c'est une grâce tout à fait particulière. Nos parcelles, il n'y avait pas de clôture. Hein. C'était seulement la fourbe que l'on mettait. Mais déjà, pour aller chez mon voisin, je n'avais pas de calcul à faire.
Donc nous nous côtoyions jour et nuit sans problème. Et nous nous connaissions du numéro 1 jusqu'au dernier numéro de l'avenue. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Vous trouverez des parcelles où on a écrit chien méchant. Parce que nous connaissions le problème des chiens méchants. Des murs, 3-4 mètres. Mais alors, dans ce cas-là, M. Léon, d'où vient le tribalisme? Le tribalisme ne s'engendre que par les politiciens en mal de positionnement. Ce sont nos politiciens qui n'ont pas d'idéologie qui créent cette histoire de tribalisme. Un député qui vient, il arrive, il pose son problème, il veut qu'il soit élu. S'il trouve une résistance, eh ben, il commence à se présenter, il présente ses origines, afin de tirer une partie de cela qu'il peut, pour qu'il ait ce dont il a besoin. Mais le capitalisme est à la base de beaucoup trop de mots pour nous les Africains. Mais comment le mutualisme peut contrer ces genres d'antivaleurs? Très bien. Dans le mutualisme, voilà ce que nous nous prévoyons. Dans le mutualisme, nous nous disons que parce que nous recherchons le bien de nous tous, chacun sera responsable de ce qu'il doit faire. Dans le mutualisme, chacun est responsable. Et dans le mutualisme, personne ne travaillera pour son propre ventre. C'est-à-dire, dans le mutualisme, il y a d'abord l'équitabilité dans la répartition des richesses qui nous appartiennent à nous tous. Qui de nous tous ici en RDC nous dira que c'est à son père que l'on a donné un contrat pour lui dire que non, non, la RDC vous appartient? Ça, c'est un bien public qui appartient à tous les Congolais. L'Afrique appartient à tous les Africains. Mais qu'est-ce qui fait que les uns aujourd'hui peuvent se l'approprier? Ils peuvent vous voler comme ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non. Dans le mutualisme, tel ne sera pas le cas. Vous devenez député, vous êtes mutualiste, vous devez savoir que le 1/3 de vos revenus doit revenir à la population. Le 1/3 de tout ce que vous aurez à gagner doit revenir à la population. C'est pas un rêve, ça, monsieur Léon? Non, pas un rêve. Et je crois que c'est une réalité qui pourra se réaliser. Pourquoi? Toi et moi, nous sommes là. Sommes-nous députés? Non. Ce qu'ils gagnent, nous gagnons ça? Non. Mais pour que nous puissions gagner ça, il faut qu'il y ait un peuple derrière nous. Et quand ce peuple vient derrière nous, nous permet de devenir députés, et c'est pour nos ventres, n'est-ce pas pour ce peuple-là? N'est-ce pas pour plaider la cause de ce peuple? N'est-ce pas pour créer des lois qui doivent servir ce peuple? Ce peuple-là, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait cet écart. Et il demeure à 0, nous nous montons à 8000. Non. Et demain, nous reviendrons encore avec des polos pour leur donner, pour que nous puissions passer encore députés. Et ils demeurent toujours à 0. Nous étions à 8000, nous passons à 16 000. Non. L'idée que nous nous donnons est celle-ci. Vous êtes membre du mutualisme panafricain. Vous passez député, sachez carrément que le 1/3 de ce que vous aurez à gagner devra rentrer dans la caisse de ce peuple-là. Parce que je sais qu'après une année, il sera possible, si chaque mois vous mettez 2000, 2000, 2000, après une année, il y aura possibilité que 24 000 $ puissent entrer dedans. Et les 24 000 $ peuvent permettre que les champs soient cultivés afin que ce peuple-là puisse avoir quelque chose. On ne devient pas député seulement pour sa famille, non. Mais aujourd'hui, vous verrez que tous nos députés tels qu'ils passent, ce qu'il faut de mieux, c'est quoi? Sinon leur ventre, s'acheter des véhicules. Les autres ont déjà oublié d'où ils sont venus. On s'acheter des véhicules, se rechercher à avoir plusieurs bureaux, et puis c'est fini. Et quand ils partent de là, ils ne sauront plus jamais qu'il y a eu un peuple qui les a élus. Ok, monsieur Léon, l'un des effets du capitalisme, c'est avoir favorisé l'émergence d'une minorité sur une certaine majorité. Effectivement. Et parmi les conséquences, ouais, aujourd'hui, nous avons le parasitisme. Ouais. Okay? Alors, moi, j'ai une question, parce que le mutualisme m'inquiète, ouais, par rapport au contexte dans lequel nous sommes, ouais, mais aussi me conforte par rapport à nos valeurs. Ouais. Alors, le mutualisme s'adresse à quelle catégorie des Congolais? Très bien.
une question vraiment très pertinente. Et d'ailleurs, je pensais beaucoup plus à ça. Je me dis que le mutualisme, en fait, ceux-là qui pourront l'accepter beaucoup plus, ce sont les prolétaires. Les prolétaires. Parce que tous ceux qui ont déjà gagné, ils sont déjà capitalistes, non? Ils ont déjà capitalisé. Ils ont déjà amassé l'argent, volé ou pillé, je ne sais, je n'ai pas de termes. Et tel que je l'ai toujours dit, tout celui qui en RDC ou en Afrique passerait au pouvoir et il sortirait avec des millions, c'est seulement un voleur. Le vol, le pillage, ce sont des caractéristiques du capitalisme. Le prédateur. Le capitalisme ne favorise qu'aux voleurs de voler davantage. Les plus forts dominent sur les faibles à partir du capitalisme. Je prends un exemple concret. Kagame a compris le sens réel du mutualisme. Et Museveni, ils ont compris le sens réel du mutualisme. Voilà pourquoi ils envoient des milices en RDC. Ils tuent les gens, ils volent nos biens, ils amènent chez eux. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez m'indiquer là où il y a une mine de coltan au Rwanda, en Ouganda? Non. Une mine d'or au Rwanda, en Ouganda? Mais ils produisent. Les Ougandais, ce sont eux qui financent, ce sont eux qui ravitaillent la Suisse en or. Vous les classez alors là où ils sont capitalistes ou mutualistes? Ce sont des capitalistes. Okay. Ces gens-là, ce sont des capitalistes. Et ils ont bien compris le sens du capitalisme. Si la RDC veut devenir capitaliste, eh bien, il faudrait sauter aussi sur d'autres pays, les dominer, piller chez eux et ramener chez nous. Le capitalisme, c'est seulement un système de vol et de pillage, de domination des autres pour devoir s'enrichir. Mais le mutualisme, tel n'est pas le cas. Dans le mutualisme, on responsabilise chacun de nous. Si la RDC veut se développer par le mutualisme, nous allons y arriver. C'est ainsi que moi je me suis dit, avec le mutualisme, même le projet des 145, les agences auxquelles on a attribué, ce ne sont que des agences capitalistes. Ce ne sont que des agences capitalistes. Souhaitons que ça réussisse et que ça aille de l'avant. Parce que cela contribuerait au bien de la population. Mais en fait, on a très peu de foi en ça. Parce que le capitalisme s'impose en tout et pour tout. Dans le mutualisme, ce que l'on ferait, c'est quoi? On ne commencerait pas avec les 145 directement. Non. Je prends un exemple. Dans le mutualisme, j'ai prévu ceci. Je me dis, carrément, s'il y a à chercher à se développer, qu'est-ce que l'on ferait? On prendrait les 26 provinces, on les étale sur 12 mois. On projette un programme. Le programme que l'on pourra projeter, ou le projet que l'on pourra mettre en œuvre, on commence. Quand on étale, je crois qu'il y aura 3 provinces par mois. Et on va financer les 3 provinces par mois. On prendrait, au lieu que l'on retourne les 40% tels que prévu par la loi, on retournerait 20% d'abord à des provinces et les 20 autres pourcents on met dans la caisse de péréquation. Pas de la manière que l'on a prévu de faire cette caisse de péréquation. Ce qui nous pose problème, c'est de tendre toujours la main. Mais si nous arrivons à nous financer nous-mêmes, nous voyons les revenus de toutes les provinces, nous les mettons ensemble, les 20%, 20%, nous prenons les 20%, nous les divisons, nous les donnons à 3 provinces. Je crois que les 3 provinces peuvent déjà commencer leur développement. Monsieur Léon, vous m'inquiétez. Franchement. Vous m'inquiétez. Franchement. Parce que votre idée, autant elle est révolutionnaire, oui, autant aussi, ouais, elle peut s'ébuter aux réalités mêmes, ouais, de notre société. Pour preuve, est-ce que vous êtes conscient que le peuple congolais, c'est un peuple tellement déshumanisé, comme me disait un aîné, il dit tellement déshumanisé qu'elle préfère aujourd'hui ovationner même ses bourreaux. On a développé pratiquement ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Alors, combien de chances de réussite vous donnez au mutualisme? Le mutualisme va réussir. Le mutualisme en termes de temps, par exemple, doit réussir. Le temps, je n'ai pas de temps donné. C'est une idée que nous lançons. Je n'ai pas de temps donné. Je sais que le mutualisme va réussir. Je vais vous donner un petit exemple. Koya Diallo est venu au Katanga. Quand Koya Diallo est arrivé au Katanga,
il a soulevé seulement Shambhala, le Shalamo. Le Shambhala Umoja prônait pratiquement le mutualisme. Les gens vivent, c'est du mutualisme. La SONAS, notre SONAS ici, c'est du mutualisme, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons des véhicules. Nous mettons l'argent ensemble, nous nous assurons. Quand toi, tu auras un accident, est-ce que tu vas encore payer? Non. On prend de cet argent, même si ça coûterait plus que ce que toi, tu as donné. On prend de cet argent et tu es sauvé dans la situation qu'il y a eu. L'autre fois, ça sera quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. C'est du mutualisme. Aujourd'hui, j'ai vu la fonction publique qui est en train de parler de caisse nationale, je crois, quelque chose dans ce sens-là, pour les fonctionnaires. C'est du mutualisme. Il prévoit qu'on doit retirer sur chaque agent autant d'argent. Cet argent va permettre que l'on donne à ceux qui sont déjà vieux afin qu'ils aillent en pension. C'est du mutualisme. Donc, la forme même du mutualisme, nous vivons avec ça tous les jours. Tous ces gens qui font des ristournes pour servir l'un et l'autre, c'est du mutualisme. Comment est-ce que le mutualisme va échouer? C'est question que l'État puisse s'en approprier. C'est fini. On est parti. Beaucoup plus pour ce qui est de développement. Parce que, admettons qu'aujourd'hui, que l'on dise que nous voulons développer d'abord, que l'on prenne le projet sur l'eau. On prend d'abord seulement ce projet. On se dit non, ce projet-là, nous devons l'accomplir cette année. Il faut éviter cette histoire de tendre la main. Quand nous tendons la main, ça nous revient toujours difficilement. Nous tendons la main parce qu'on n'a rien, nous tendons la main parce qu'on n'a plus d'hommes. Non, 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 nous en avons. Nous avons l'argent dans notre pays. Nous avons l'argent. Les miettes que nous trouvons peuvent nous aider pour décoller. Je suis convaincu. Mais c'est le même homme congolais qui vole, qui détourne. Effectivement, c'est parce qu'il est dans le capitalisme. Mais dans le mutualisme, tu ne sauras pas voler. Tu vas te voler toi-même? Est-ce que tu vas te voler toi-même parce que c'est toi qui es responsabilisé? Tu vas te voler toi-même? Je ne pense pas. Dans le mutualisme, c'est un problème de conscience. C'est un problème que chacun puisse prendre conscience. La RDC nous appartient à nous tous. Nous devons tous conjuguer nos efforts. Est-ce que ces habitants sont conscients, monsieur Léon? Je suis sûr qu'ils sont conscients. Monsieur Vicky. À combien de pourcents, monsieur? Monsieur Vicky, oui. Vous me direz que ce pays ne va pas parce que ce petit peuple ici est en train de voler? Qui vole? Qui pille ce pays? N'est-ce pas vous les intellectuels qui vous placez des DG, des ministres, des conseillers à la présidence, des présidents et tout ça? Depuis l'indépendance, pouvez-vous me citer combien de ce peuple, de ce petit peuple, qui a volé l'argent dans ce pays, qui a pillé des milliards dans ce pays? N'est-ce pas vous les intellectuels qui collaborez avec ces pilleurs pour venir détruire ce pays? Moi, je crois que la classe intellectuelle doit prendre conscience aujourd'hui. Parce que l'ordre mondial doit changer. Et nous ne devons pas rester en arrière. Les gens pensent que la Russie pourra venir pour sauver l'Afrique. Je ne pense pas. Jamais la Russie ne peut sauver l'Afrique et laisser l'Ukraine tomber. Je ne pense pas, même s'ils se battent aujourd'hui. Ce sont des frères. Demain, ils vont nous tourner le dos. Et il ne viendra jamais avec les industries ici en Afrique. Nous sommes seuls à prendre responsabilité pour devoir industrialiser notre pays. Nous sommes seuls. Il n'y a personne qui viendra à notre aide. Personne. Ils viennent, c'est pour leurs intérêts. C'est fini, ils partent. Le mutualisme interpelle chacun de nous par rapport au panafricanisme. Vous savez qu'il y a les anthropologues qui ont même dit que la modernité, ce capitalisme ici, eh ben, les Africains n'arrivent pas à l'appliquer, ils ne le conçoivent pas. Donc nous devons avoir un système politique, un système économique adapté aux us et coutumes africains. Très bien. Alors, je voudrais, peut-être parce qu'on va entamer là le dernier virage de notre émission, oui. Savoir, le mutualisme, selon vous, oui. Quels sont les champs d'action prioritaires qui peuvent être privilégiés sur le plan économique dans le cadre de l'application du mutualisme?
Bon, le mutualisme, en fait... Je sais que vous avez écrit sur l'agriculture. Ouais. Vous avez parlé de l'intensification de l'agriculture. Bon. Ouais. Alors, quelles sont les priorités? Parce que le capitaliste, quand il vient, il a son programme, il dit qu'il va toucher à gauche, il va toucher à droite. Non, le capitalisme, quand il vient, son problème, c'est de nous voler. Voilà. Alors, nous, en nous assumant, quels pourraient être les champs ou les canaux qu'on peut privilégier pour ne fût-ce que conforter le Congolais, parce qu'on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Effectivement. Je crois que l'agriculture doit être la priorité des priorités. Il y a, je crois, 70% à peu près d'agriculteurs qui sont les plus pauvres, qui sont pratiquement démunis. Mais ce sont des agriculteurs. Ce qu'il faudrait faire avec ces agriculteurs, je crois que c'est ce que j'ai écrit dans les 4 clés pour l'intensification de l'agriculture en Afrique. Ce qu'il faudrait faire, c'est changer de méthode. D'abord, il faudrait qu'il y ait une banque agricole. Cette banque agricole, c'est pour subventionner l'agriculture en Afrique. 2, il faudrait qu'il y ait la volonté politique. Nos politiciens doivent privilégier l'agriculture au bon sens de l'agriculture. Vous avez vu, il y a un petit exemple, là, je vois le général Kassongo qui s'en sort très bien. Il s'en sort très bien, très très bien. Un exemple de mutualisme. Voyez-vous, il s'en sort très très bien. Et ça, c'est pour servir le pays. Eh bien, il faudrait la méthode de culture, la manière de cultiver. On doit trouver d'autres moyens. La plupart de nos mamans, parce que c'est beaucoup plus les femmes qui s'adonnent beaucoup à l'agriculture, ils cultivent à la houe. Quand est-ce qu'il fera un hectare avec la houe? Sinon, il faut le tracteur. Un tracteur, on ne paye pas moins de 100 $. Qui est le fruit du capitalisme. Rendez-vous compte. Le tracteur est fabriqué par les capitalistes. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ce tracteur-là, il n'est pas toujours porte-bonheur de l'Africain. Ce tracteur, non. C'est pourquoi moi je propose, je dis non. On laisse tomber le tracteur. Peut-être pour des agricultures intensives, pour des grandes sociétés qui veulent les utiliser. On laisse tomber au profit? Non, on laisse tomber que les tracteurs soient utilisés par peut-être l'État qui veut se faire des grands champs, il peut les utiliser. Mais pour nous, les pauvres citoyens, nous devons utiliser autre chose. C'est-à-dire? Nous prenons les bœufs à tract. J'ai lu, j'ai fait suffisamment de recherches là-dessus. J'ai compris que les grands colons en Amérique, ils le cultivent avec les tracteurs. Mais ils vous travaillent avec le bœuf à tract. Et ces bœufs à tract, vous dépensez quoi? Du carburant qu'il faudrait mettre dans le tracteur. Ça demande aussi des sous pour les acheter. Et en plus de ça, d'abord, nous sommes en train de chercher le bio. Le tracteur ne nous amène jamais du bio. Mais avec le bœuf à tract, nous sommes 3, 4. Nous avons 5, 6 chevaux. Je vous assure, nous cultivons des hectares et des hectares qui ne nous poseront jamais de problème. Et à ce moment-là, si nous avons notre banque, nous n'allons pas tendre la main. C'est chaque fois que nous tendons la main que nous avons des conditions pour devoir cultiver. La culture, c'est la base même du mutualisme, à mon sens propre. Mais il peut se faire que les gens veulent une entreprise. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'Afrique telle qu'elle est, si l'Afrique s'unit, le combat du mutualisme, le combat contre le capitalisme, ce n'est pas un combat seulement de la RDC. C'est un combat de toute l'Afrique. Si l'Afrique s'unit, c'est fini l'Afrique d'école. Je prends un cas. Notre MIBA a un problème. Qui est le dernier, oui. Franchement, notre MIBA a un problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, nous appelons les Africains. Nous appelons les présidents africains. Ben, nous avons un besoin ici. Nous voulons monter une société. La MIBA. Ben, chacun peut faire sa contribution. Chaque pays amène sa contribution selon les règles qui seront arrêtées. Et cette contribution permettra sans faute que cette entreprise soit montée. Et quand on monte cette entreprise, eh bien, les revenus de cette entreprise
ça sera pour nous les Africains. Il n'y aura pas de remboursement de crédit à 50%, non. Là, c'est ce que nous gagnons. Chacun prend sa part. Je n'y vois pas de problème. Si l'Afrique essaie de comprendre que par le mutualisme, il est possible que nous puissions nous unir et que nous puissions faire tout ensemble, que nous puissions nous responsabiliser tous, c'est fini, on est parti. Voilà ce qui est du mutualisme. Ça nous demande de l'unité, la recherche de bien de tous par nous-mêmes. Et le capitalisme, jamais le capitalisme ne nous amènera le droit de l'homme. Le capitalisme, c'est une contrainte. Il faut tuer. Il faut tuer même pour ses propres intérêts. Mais ce n'est pas le cas avec le mutualisme. Le mutualisme a le droit de l'homme. Le mutualisme a la répartition équitable de ressources. Et pourquoi ne pas adopter le mutualisme? C'est la grande question. Je considère vos propos comme étant votre mot de la fin, parce que c'est comme je le disais, c'est un entretien à bâton rompu. Et là, je vous avoue que j'ai l'impression qu'on a ouvert un livre qui n'est pas prêt de se refermer. Donc, merci beaucoup de répondre à nos préoccupations. Ce n'est pas le dernier rendez-vous, je l'espère. Mais je crois que nous avons un entretien assez édifiant, pour lequel je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Alors, je n'ai pas pu parler du mutualisme, le mouvement mutualiste panafricain, même prochainement on pourra en parler. Non, non, on est là. On est là merci. pour vous. Merci. Okay. Merci chers téléspectateurs, grand merci pour votre aimable attention. Nous avons reçu M. Léon Boyo et nous avons parlé avec lui du mutualisme panafricain. Nous avons plus aujourd'hui creusé le concept par rapport à notre environnement. C'est un livre qu'on vient d'ouvrir. On est peut-être au chapitre 1er, mais il ne manquera pas de revenir pour poursuivre avec les autres chapitres. Grand merci et nos rendez-vous, vous les connaissez. À la prochaine.